Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal rétrospectif. Tout de suite, les titres. Le procès Floribert Chebeya connaît un rebondissement depuis le mercredi dernier. La voix de son voix se retire du procès. La VSV émet des doutes, dit-elle, sur l'indépendance des juges. L'ONG des droits de l'homme réclame toujours la comparution du général John Numbi. La MONUSCO s'est penchée sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle est volatile et inquiétante selon la mission onusienne. Elle fait savoir que les investigations sont en cours par les membres de la CIRGL pour déterminer si oui ou non l'Ouganda soutient les rebelles du M23. Et puis la parité homme-femme désormais effective dans son application. Le Sénat octroie un quota de 30% pour la représentation des femmes au sein des institutions de la République. La loi sur les modalités d'application des droits de la femme a été adoptée mercredi à la Chambre haute du Parlement. À suivre aussi Adolphe Mouzito qui a étalé sa réflexion sur le budget national au cours d'une conférence organisée par le groupe de presse Le Potentiel samedi. L'ancien Premier ministre suggère un budget qui cadre avec la révolution de la modernité. Vous nous suivez à Ndjili, à Lemba, à Gombe. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. D'abord, cette information, la province orientale dispose désormais d'un vade-mecum pour son développement. Toute la notabilité de cette province, à l'initiative de l'autorité provinciale, Jean-Camille Sendou, a pris des résolutions fermes pour donner une nouvelle image à cette province de la République démocratique du Congo. La conférence pour le développement du Bandundu s'est clôturée le 9 novembre dernier. Les détails avec Oscar Bakandoa. 4 jours durant, soit du 6 au 9 novembre dernier, députés nationaux, provinciaux et tous les hauts cadres du pays originaires du Bandundu ont réfléchi sur le développement intégral de la province. Tous les secteurs ont été passés au peigne fin. Un examen minutieux sur les causes de freinage de l'épanouissement de Bandundu ont été détectés. Les participants ont arrêté de stratégie pour un nouveau départ. Je voudrais que le plan de développement, la charte et la déclaration du Bandundu servent de repère pour toute action envisagée. Tout cela n'est possible, bien sûr, que si, d'une part, les institutions politiques provinciales, l'Assemblée et le gouvernement, demeurent stables et solidaires, et d'autre part, que si l'unité, la cohésion, la synergie et la stabilité des institutions d'animation et de mise en œuvre des résultats de la première édition de la CODEBA sont garantis. La satisfaction est totale et les participants saluent l'initiateur de la CODEBA, conférence pour le développement du Bandundu, pour cette vision et promettent de traduire le tout en acte pour le développement du Bandundu qui devra reprendre sa place de grenier de la République démocratique du Congo. Et ce coup de tonnerre dans le procès Chebeya, l'ONG La Voix des Enfants se retire du procès à la haute cour militaire. Les membres de la VSV justifient leur décision par le fait que le général John Numbi n'a toujours pas été appelé à comparaître. La Voix des Sans-Voix annonce par ailleurs qu'elle va saisir les juridictions internationales pour tenter de trouver gain de cause compte rendu. La Voix des sans-voix, déçue pour n'avoir, dit-elle, pas obtenu gain de cause dans le procès Chebeya, décide de se retirer définitivement. Par ce geste, l'ONG de défense des droits de l'homme désavoue des membres de la haute cour militaire pour des raisons suivantes. Nous sommes allés en appel pour, entre autres, nous avons dit clairement dans notre texte, pour, entre autres, obtenir la comparution du général John Numbi Banza Tambo au regard de fortes présomptions de son implication dans l'assassinat de 2 défenseurs des droits humains. Voilà ce que nous avons cherché. Et nous arrivons à la haute cour militaire. On nous dit on ne peut pas, pour des raisons que la haute cour militaire a évoquées, on ne peut pas faire comparer le général John Numbi. Mais nous allons continuer pour faire quoi? Nous allons continuer pour faire quoi à ce procès? Parce qu'il n'y aura pas de... La lumière ne sera pas faite. Si demain, à la reprise des audiences, on nous dit que on va prêter oreille à ce que nous avons comme exigence, notamment la comparution du général John Numbi. Et en tant que défenseur des droits humains, nous allons demander à ce qu'un procès juste et équitable soit organisé à ce sujet.
nous allons reprendre notre place à ce procès. Toutes les parties civiles devront emboîter le pas à la voix des sans-voix qui s'apprêtent à déposer une plainte auprès des juridictions internationales. La situation dans l'est de la RDC maintenant, nous commençons par cette tuerie attribuée aux rebelles du M23. 9 personnes tuées samedi à Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Plusieurs personnes ont également été blessées et 6 filles violées. Les assaillants auraient investi la localité à 5 heures locale et pillé plusieurs habitations avant de se retirer. Du côté de la MONUSCO, on soutient par ailleurs que le climat reste tendu et volatile. La mission onusienne fait savoir que les investigations sont en cours par les membres de la CIRGL pour déterminer si oui ou non l'Ouganda soutient les rebelles du M23. Et quant à l'Ouganda, accusé d'être impliqué dans la guerre de l'Est, la MONUSCO dit attendre les conclusions de l'enquête pour confirmer ce soutien de l'Ouganda. Compte rendu, Jemima Mogo. La situation sécuritaire reste tendue et volatile dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rivalités persistantes entre les groupes armés, notamment les Maï Maï, Raïa Mutomboki et les FDLR, seraient à la base de toutes ces tensions, prévient la MONUSCO. La mission onusienne soutient avec engagement les opérations conjointes en cours menées avec les forces gouvernementales. Quant aux soldats FARDC tués à la frontière entre la RDC et le Rwanda à Kanyanya, à 10 km de Goma, le porte-parole de la MONUSCO rassure que les investigations sont en cours. Qui a préparé un rapport qui doit être remis aux Nations Unies. Les membres de cette équipe ne sont pas des fonctionnaires des Nations Unies. Ce sont tous des brouillons de ce document qui existe. Donc, le document auquel vous vous référez, en fait, officiellement n'existe pas encore. De l'implication de l'Ouganda dans la guerre de l'Est, la MONUSCO dit plutôt attendre des pièces à conviction. Au sujet de la situation humanitaire, 269 cas de rougeole, dont 17 décès en une semaine, sont signalés dans 3 zones de santé du district de la Chopo, dans la province orientale. La MONUSCO s'engage à lutter contre les groupes armés afin de maintenir la paix sur l'étendue du territoire de la RDC. L'Est toujours, et sur le plan diplomatique, Kinshasa se tourne vers Brazzaville pour tenter d'obtenir la médiation du président Denis Sassou Nguesso. Une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est rendue au Congo-Brazzaville afin de déposer une demande officielle. Les autorités congolaises désavouent l'Ouganda accusé par Kinshasa de soutenir la rébellion du M23. Jemima Mogo. Kampala n'inspirant plus confiance après les révélations contenues dans le dernier rapport des Nations Unies qui confirme le soutien de l'Ouganda aux rebelles du M23, Kinshasa a préféré se tourner vers Brazzaville pour solliciter la médiation de son président Denis Sassou Nguesso dans la guerre dans l'Est. Une délégation de la RDC conduite par le président de l'Assemblée nationale, Obem Inakou, a été reçue en audience le dimanche dernier à Oyo par le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Elle est venue transmettre le message du président de la RDC, Joseph Kabila, dans lequel il sollicite une fois de plus l'implication de son homologue du Congo-Brazzaville dans la résolution de la crise à l'est de la RDC. Obem Inakou déclare que quand le Congo-Kinshasa subit une guerre d'agression, il est normal qu'il y ait un soutien du Congo-Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a une expérience avérée dans la résolution des conflits, peut donc aider le Congo-Kinshasa à asseoir sa vision sur le plan diplomatique. L'implication de Sassou Nguesso dans la résolution de la crise qui déchire l'Est de la RDC avait été déjà sollicitée en marge du sommet de la francophonie qui s'est tenu récemment à Kinshasa par le président du Sénat de la RDC, Léon Kengo-Wadondo, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les deux hommes l'avaient invité à peser de tout son poids et à user de son expérience pour concilier la classe politique de leur pays en rupture de dialogue. Pour eux, la médiation de Denis Sassou Nguesso est d'autant attendue que la vie des populations de ces deux Congos en dépend. La sous-secrétaire d'État américain en charge des questions politiques arrivée à Kinshasa soutient la RD Congo dans la promotion de la paix et de la stabilité politique pour le bien-être de la population. Elle a dit au sortir d'un déjeuner offert par le Premier ministre Doudou Ndombe.
Les gouvernements congolais et américains vont travailler la main dans la main pour le bien-être de la population congolaise. Le souhait des partenaires est de soutenir la RDC de manière à assurer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. La sous-secrétaire d'État américain félicite l'ensemble des autorités congolaises pour des efforts fournis. Je suis ici pour écouter et comprendre ce que le président Kabila, le Premier ministre et le gouvernement de la République démocratique du Congo comptent faire ou espèrent pour l'avenir et de mieux comprendre à quoi les États-Unis peuvent être utiles. Quant à la question sécuritaire dans l'Est, les États-Unis ont toujours condamné le M23. Le pays de Barack Obama apporte son soutien à la RDC dans le domaine de la santé, éducation, militaire et autres. Et cette nouvelle qui a réjoui les femmes congolaises, elles seront de plus en plus présentes dans les institutions, 30% au moins de places réservées à la femme au sein des structures étatiques. Un changement important apporté à la loi sur les modalités d'application des droits de la femme. Le texte a été adopté par le Sénat dans l'objectif principal de garantir la mise en œuvre de la parité homme-femme, conformément à l'article 14 de la Constitution nationale. Oscar Bakando, à Blanchard-Kando. Le Sénat vote en séance subséquente la loi fixant les modalités d'application du droit de la femme à une représentation équitable au sein des institutions. Toutes nos félicitations. Même si les bénéficiaires de cette loi n'étaient pas mobilisés pour assister à ce vote tant attendu, les élus des élus ont, après un examen profond, réussi à donner toutes les chances à la femme pour sa participation au sein des institutions de la République. Un quota de 30% lui est donc accordé, comme l'explique Léonard Chéoukitondo, sénateur. Aujourd'hui, nous avons voulu nous conformer à la volonté du constituant en prenant des mesures volontaristes et positives, pour ne pas parler de discrimination positive. C'est pour cette raison que, en ce qui concerne la représentation des femmes dans les institutions politiques, nous avons fixé un quota d'au moins 30%. Donc, par exemple, pour mon bien illustrer, dans tous les cabinets politiques, ce quota doit être respecté de manière stricte. Et c'est vraiment contraignant. Et nous avons même dans l'appareil judiciaire, nous avons commencé par la Cour constitutionnelle. Mais auparavant, la plénière a dû évacuer au cours de l'examen du texte l'article 15 initial ayant trait à la création par le gouvernement d'un établissement public chargé notamment de suivre et d'évacuer l'application de la présente loi. Le code 243 de la RDC pour les appels internationaux fait l'objet d'une piraterie incessante, ce qui fait perdre à la RDC plus d'1 milliard de dollars par an. Un réseau mafieux s'affaire à trafiquer les appels et les minutes sur les conversations. Mais pour mettre un terme à cette mafia, le gouvernement a fait appel à 2 entreprises françaises et américaines. L'annonce en a été faite donc par le ministre des PTT. Compte rendu. Le temps est venu de s'attaquer à cette fraude à grande échelle dont la RDC est victime. Un grand réseau mafieux pirate le code 243, l'identifiant de la RDC dans le monde de la communication. Les appels internationaux sont minorés par les pirates. La RD Congo enregistre 120 millions de minutes d'appels internationaux entrants, mais seulement 20 millions de minutes sont taxées par les services congolais. Du coup, le pays perd chaque année 1 milliard de dollars, une manne financière qui tombe aux mains des mafieux. Cette criminalité menace la sécurité nationale, insiste le ministre des Postes et Télécommunications, déterminé à extirper le mal. Connaître le volume exact des minutes internationales entrantes de l'ensemble des opérateurs locaux afin de permettre à mes services d'appliquer les taxes sur des chiffres certifiés. Il faut aussi combattre les zones grises. L'absence de contrôle des communications conduit au développement des connexions illégales soumises à aucun contrôle, n'acquittant aucun impôt ni taxe.
Pour y arriver, Kinkei Moulumba a trouvé une parade. Son ministère se confie à 2 firmes françaises et américaines représentées dans la salle. L'annonce est plus qu'éloquente. J'annonce un consortium d'entreprises, l'américaine Agilis et la française Entreprise Télécom, d'installer dans notre pays une infrastructure de contrôle et de gestion des appels téléphoniques qui va permettre à l'État de marquer sa pleine souveraineté sur le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication plus particulièrement. Sur le plan technique, les 2 firmes comptent mettre des stratégies au point pour anéantir la fraude. Un système qui nous permettra à tous déjà de tracer les appels, d'avoir une idée précise des appels qui terminent en carte SIM pour pouvoir en effectuer la coupure, et d'autre part un système de monitoring qui permettra de profiler tout ce qui sera piraterie en VSAT et autres liens frauduleux en voie sur IP, puisque tout passe par la voie sur IP pour la piraterie. Avec le nouveau cadre légal et réglementaire du secteur de télécommunications en discussion au gouvernement, le ministère des Postes et Télécommunications va mieux jouer son rôle de 2e service d'assiette de l'État, après les mines. Passation des marchés publics, la présidence de la République tape du poing sur la table. Selon le journal Le Potentiel, le directeur de cabinet du chef de l'État a signé un avis au public qui rappelle le BCECO à l'ordre. Le Bureau central de coordination est ainsi interdit d'interférer dans les procédures de recrutement des consultants pour audit des services de l'État et des passations des marchés publics. Pour le journal Le Potentiel, cette mise en œuvre, cette mise en garde est la preuve d'un malaise au sommet de l'État et que la cible serait en fait, selon le quotidien Le Potentiel, le Premier ministre Matata Ponyo. Commentaire de la rédaction avec Rosa Wazi. Ce n'est pas tous les jours que la présidence de la République s'interpose dans le fonctionnement de certains services publics pour recadrer les choses, constate le quotidien Le Potentiel. Comme en son temps, elle avait fait à l'endroit de l'ex-premier ministre Adolphe Mouzitou lorsqu'il s'est agi de remettre de l'ordre dans l'ordonnancement des dépenses de l'État. Le BCECO s'est serré écarté du droit chemin qui lui est tracé par les textes en vigueur. L'avis au public daté du 6 novembre 2012 est du moins signé par les directeurs de cabinet du chef de l'État, Gustave Béassikou, et sans équivoque que la présidence de la République ait rompu les silences en intimant formellement l'ordre au BCECO d'éviter toute immixtion dans les marchés publics qui ne cadrent pas avec sa mission prouve qu'il y a un problème. Car sanctionner les BCECO de l'avis du Potentiel, c'est s'en prendre indirectement au Premier ministre Matata Ponyo Mapon qui a passé près de 10 ans à la tête de sa direction générale. Il en a supervisé la création en 2001. Depuis sa nomination, dans un premier temps en 2010 comme ministre de Finances, l'homme n'a jamais brisé les liens avec le BCECO. Quoique parti, il garde son cordon ombilical bien attaché à ses services. Même sa nomination à la tête du gouvernement en qualité du Premier ministre n'a pas non plus modifié cette donne. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'actionner un marché public de réhabilitation ou d'acquisition de matériel, c'est généralement auprès du BCECO que le Premier ministre recourt. Une attitude qui condamne fermement la présidence de la République. Ainsi, nombre d'analystes pensent que dans la lettre du directeur de cabinet du chef de l'État, c'est le Premier ministre Matata qui est plutôt visé de manière implicite. Le BCECO n'est serré qu'un paravent. Qu'est-ce qui s'est donc passé particulièrement au niveau du BCECO pour qu'on en arrive là? Se serait-il compromis dans l'attribution de certains marchés publics? De questions qui restent sans réponse pour l'heure. Pour beaucoup, cet avis au public de la présidence de la République est cet arbre qui cache la grande forêt de compromission dont se serait rendu coupable le BCECO. De révélations ne devraient pas tarder à être portées à la connaissance du grand public autour du mystère de cette correspondance. Une énième conférence du groupe de presse Le Potentiel, elle a porté sur le budget national. L'orateur principal, c'est l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Il a parlé des voies et moyens pour sortir le pays du cycle de pauvreté. Il parle aussi, vous allez l'entendre, du contrôle des effectifs en citant nommément l'exemple de la magistrature. Propos recueillis, Jémy Mamogo. L'État au sens régalien, notamment la justice, les effectifs de nos magistrats et le nombre de nos tribunaux. Là où nous avons besoin de 20 000 magistrats, on n'en a que 6 500 aujourd'hui
Encore que parce qu'on a recruté 4500 lors de la législature passée, c'est-à-dire à la fin de la législature. Les gros de nos magistrats relèvent du pouvoir coutumier, des magistrats coutumiers. À l'arrière-pays, ils cohabitent cette dualité judiciaire, dualité des droits. Il y a des espaces des non-droits ou des droits plutôt coutumiers. C'est la vérité. L'État régalien aussi, les entités administratives centralisées ou les entités décentralisées, c'est la vacuité. Je vous ai dit que moi, je suis arrivé chez moi en 2011, chez moi au village où j'étais né, même si j'ai quitté trop tôt. Mais l'homme se forme jusqu'à l'âge de 12 ans. Même les nostalgies, les repères, c'est à partir de cet âge. Je vous dis que le chef-lieu de ma... J'ai trouvé le chef-lieu de ma chefferie avait disparu. Il n'y avait pas de bureau pour le chef de secteur. Lui-même, quand je suis arrivé, n'était pas là. Il était à la chasse. Il vit de la chasse. Parce que son salaire, c'est 50 $. Vous allez me dire, bon, mais vous dites ça, c'est vous qui avez été aux affaires, c'est vous qui êtes aux affaires. Mais c'est vrai. Il y a la part, nous pouvons débattre de la part, de la marge, des responsabilités du pouvoir du moment. Mais je parle ici des fondamentaux à ce que les gros relèvent de l'historicité du pays. On en vient à la paye des salaires et des agents fonctionnaires de l'État via leur compte individuel à la banque. L'opération s'étend en province. La paye du mois d'octobre a été servie à la banque à tous les agents du chef-lieu de la province orientale. Reportage sur place pour vivre ces moments historiques d'une mission dépêchée par le vice-premier ministre et ministre du budget depuis la mi-octobre. Reportage. C'est le vendredi 19 octobre 2012 que les membres de la mission conduite par Fabrice Thibouyi, secrétaire permanent à la réforme du système de la paye, est arrivé dans le chef-lieu de la province orientale. L'équipe est allée aussitôt présenter les civilités aux autorités locales, mais aussi exposer l'objet de la mission. La délégation a pendant une vingtaine de minutes échangé avec le ministre provincial des Finances, Latigon Zoro. Ce dernier a affirmé qu'il fera de son mieux pour soutenir la bancarisation en province orientale. Samedi 20 octobre 2012, la délégation a eu son premier contact avec le directeur provincial. François Damboli s'est réjoui de voir la province orientale bénéficier de l'attention du gouvernement central. C'est le lundi 22 octobre 2012, au siège de la BCDC, qu'a été officiellement lancées les opérations de bancarisation en province orientale par le gouverneur AI, Jean-Claude Essouka Alfani. Pour lui, la bancarisation s'inscrit dans la droite ligne de la bonne gouvernance. Nous devons encourager et soutenir cette décision de notre gouvernement. Ça montre que notre gouvernement est en train de prendre à bras-le-corps les problèmes cruciaux de notre pays. Un des problèmes majeurs de notre pays, c'est la gouvernance financière. Le paiement proprement dit des agents de l'État via leur compte en banque a démarré le jeudi 1er novembre. Les 3345 enseignants bancarisés ont été repartis à travers 3 banques, la TMB, la Raobank et la BIC. La TMB, la première banque à ouvrir ses guichets, a payé plus de 200 enseignants le premier jour sur un total de 1361 à servir. C'est un moment historique pour les autres banques qui ont emboîté le pas. La BIC a étendu des guichets mobiles à travers les écoles de Kisangani. Le retrait d'argent se fait dans le calme. Les bénéficiaires félicitent le gouvernement pour cette initiative. Non, c'est bien. C'est bien parce que là, on évite les vols. Avant, on percevait l'argent au niveau des comptables de l'État. Et les comptables de l'État donnent aux comptables de SECOP. Et nous, c'est les comptables de SECOP qui nous fait recevoir l'argent. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est la voie la plus indiquée pour un fonctionnaire de l'État. Je remercie le gouvernement. Le chef de mission qui veille au grain se dit satisfait du déroulement des opérations. Tout à l'heure, vous avez vu un enseignant sortir tout content en disant « Enfin, j'ai eu l'entièreté de mon salaire. On ne m'a retiré aucun sou, il n'y a pas de manutention, il n'y a pas de dîme. » Donc, l'enseignant a eu l'entièreté de son salaire. Ça, c'est un gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que l'enseignant devient client de la banque.
Samedi 3 novembre, une réunion d'évaluation a été tenue à la BCDC. Les banques concernées par les opérations de bancarisation y ont pris part. Constat général, la bancarisation est effective en province orientale. Bonne nouvelle pour le mois de novembre, les comptes de tous les agents et fonctionnaires de l'État ont même déjà été ouverts. Les prochaines payes s'y effectueront sans problème. La mission a regagné Kinshasa le dimanche 4 novembre dans la soirée, le cœur en paix après avoir accompli sa tâche. Et on va terminer par cette nouvelle. Un marché de fortune grandit chaque jour qui passe, au vu et au su de tout le monde. Ce marché est situé en plein centre des affaires, aux environs du rond-point Forescom. C'est un marché qui est né à la suite de la délocalisation du beach, affirment les témoins. Beaucoup se plaignent du désordre indescriptible qui règne depuis peu. C'est un constat d'Anita Luamboa, Mariam Mboya et Dieu merci Sweka. Transformé en petit marché, le rond-point Forescom perd peu à peu son image. Malgré les efforts entrepris par l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'assainissement de la capitale, cet endroit risque de devenir un lieu commercial. Selon les vendeurs ambulants rencontrés, depuis que le beach a été délocalisé pour le rond-point Forescom, c'est maintenant un désordre total. Ils ne sont pas libres d'exercer leur petit commerce car tout le temps déguerpit. Mais tout le monde banda batika biso atozonga te awa pasi tozosufri makasi kobengana koboka biso biloko tokala bamoyi eza pasi toya baresponsable toya na mibali te bana bazotanga todebrouillaka kaka awa banda banongola biso na biti toya awa pasi souffrance. Par ailleurs, ce lieu risque de devenir, si l'on y prend garde, plus tard un grand marché. Les autorités doivent trouver un endroit pour ces vendeurs qui se disent délaissés. Ils lancent un cri d'alarme. Ils demandent aux autorités de les renvoyer soit à l'ancien beach ou encore de leur trouver un endroit qui ne sera pas exposé en plein centre-ville. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dominical. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut, bien entendu. Au revoir, portez-vous bien.